passer la parole quelques minutes à mon collègue et ami Régis Guillon du Polmer qui va présenter très rapidement les activités du Polmer Bretagne-Atlantique. Et puis après, on enchaînera sur notre première session, sur la communication en mer. Merci. Je croyais que j'avais 1 heure moi, pour présenter le Polmer, mais en fait... tu as le... non? Ouais. Alors... En 2 mots, le Polmer Bretagne-Atlantique, c'est un pôle de compétitivité. Qu'est-ce que c'est un pôle de compétitivité? Techniquement, c'est une association et dont le but est de développer l'innovation sur un territoire. Voilà, en mettant ensemble des gens qui ne se seraient peut-être pas rencontrés autrement, notamment entre la recherche et les entreprises. Le but du jeu étant d'aboutir à des produits commercialisables à la fin d'un projet. Voilà. C'est ça, ce que je viens de vous raconter. Ensuite, le Polmer, qu'est-ce que c'est? C'est 350 adhérents à peu près, dont à peu près 250 entreprises. On touche à tous les domaines proches de l'eau de mer, hein, pour faire simple, les domaines d'activité stratégique à gauche, que ce soit sur l'eau, sous l'eau, voilà, ou le portuaire ou l'environnement. On a un pôle jumeau en Méditerranée, qui s'appelle Polmer Méditerranée, ce qui nous permet de couvrir à peu près l'ensemble des façades maritimes françaises, métropolitaines en tout cas. Voilà, après quelques chiffres, des projets collaboratifs innovants. Il y en a eu 293 depuis l'existence du pôle il y a une quinzaine d'années. Et on labellise aussi des formations qui touchent au maritime. Voilà. Un projet collaboratif au pôle, il doit avoir quelques caractéristiques. Il doit être innovant par rapport à l'état de l'art. Il doit avoir une finalité économique, c'est-à-dire qu'on doit arriver à quelque chose de commercialisable en fin de projet. Et il doit être basé, son centre de gravité doit être sur le territoire qui finance, pour faire simple. Voilà, voilà là-dessus. Pourquoi on labellise? Tout simplement pour aller chercher des financements pour financer une partie de la recherche et développement du projet. Voilà. Un petit focus sur une nouveauté cette année. Les pôles de compétitivité renouvellent leur contrat avec l'État à peu près tous les 5 ans. On vient de démarrer une nouvelle phase, la phase 4. On vous a mis ça, parce que c'est des nouveaux critères, des nouveaux facteurs qui sont pris en compte aujourd'hui dans les projets, notamment la transition environnementale, les matériaux biosourcés, l'éco-conception. Et voilà, on est aussi pilote national pour la feuille de route Greenship, donc le bateau moins impactant. Voilà, et un petit focus sur un outil qui pourrait vous servir, qui s'appelle le projet Safer, c'est un projet européen. L'ambition de ce projet, c'est d'être une sorte de base de données internationale dans laquelle on peut apporter des compétences ou aller chercher des compétences. C'est gratuit, c'est en ligne, vous tapez safer.eu, je crois, et vous tombez dessus. Voilà, l'idée, c'est de stimuler et de favoriser l'innovation dans la pêche, l'aquaculture et la distribution des produits de la mer. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je rends la main à Pascal. Ça te va? C'est parfait. Merci Régis. Ça fait, puis vous avez un petit panneau de Safer également ici. Alors, donc maintenant nous allons rentrer dans notre première session. Donc la pêche fait sa révolution numérique pour la communication en mer. Ouais, voilà, juste celle-ci. Je veux bien que tu affiches. Oui, diaporama, voilà. Voilà. Avec 4 intervenants. D'abord, nous allons demander à Serge Massé, qui est électronicien à l'Ascapèche, de nous faire un petit peu un état des lieux et puis comment ça fonctionne à l'Ascapèche, ce qu'ils utilisent au niveau de tout ce qui est numérique en particulier, et puis quels sont ses besoins. Pascal Olivier, président de Kenta, interviendra ensuite. Ensuite, Romain Buté, de MBG, et puis ingénieur technico-commercial, et Patrick Moello, qui est responsable de coordination des projets chez Talos. On ne va pas attendre plus longtemps, donc Serge, à toi la parole. Ok, bonjour. Je suis électronicien de l'armement de l'Ascapèche, Comata.
Donc, en fait, je suis en charge de tout ce qui est électronique à bord, radionavigation, informatique et communication. Donc, à l'Ascapêche, on dispose de 23 navires de pêche, donc 250 marins et officiers, pour un tonnage débarqué en 2018 de 16 500 tonnes. Donc, en plus des marins, on a 45 personnes qui sont en fonction support au niveau de l'armement. Donc, les différents bateaux naviguent sur plusieurs zones, que ce soit en Atlantique Nord-Est, au niveau des côtes nord, Nord-Écosse, au niveau de Ouest-Irlande, Manche, mer du Nord, Golfe de Gascogne et puis côte bretonne. On est déployé aussi sur le sud de l'océan Indien, au niveau des TAF, des terres australes et antarctiques françaises. Donc, les différents métiers qui sont représentés au niveau des bateaux de l'Ascapêche, on retrouve la bolinche, la seine tournante, les casiilleurs, les chaluts de fond, chaluts pélagiques et la palangre. Donc ça, c'est les différents métiers qu'on retrouve au sein des 23 navires qui constituent l'armement de l'Ascapêche. Les besoins de communication sur l'ensemble des navires sont sensiblement les mêmes. On a besoin de communication téléphonique pour un support technique, pour l'exploitation, pour la météo aussi. On a besoin aussi de contacter au niveau sécurité. Et puis aussi, on a besoin de data, de données, des mails, des données brutes qui peuvent être envoyées à l'armement et comme je disais tout à l'heure, la récupération de fichiers météo qui permettent aux navigateurs, quand ils sont sur une durée plus ou moins longue, d'avoir une prévision à long terme. Il y a aussi les besoins de l'équipage en communication téléphonique avec les familles, surtout si on a des périodes de navigation assez longues. Les besoins de mail aussi, mail personnel, et puis la télévision et la radio pour les distractions. Bon, la contrainte qui va différencier l'ensemble des bateaux, ça va être leur zone géographique de travail. On s'aperçoit que ce ne sera pas la même chose pour quelqu'un qui est côtier et quelqu'un qui va être très loin des côtes. Et la longueur des durées de navigation. Donc ça, c'est les deux contraintes essentielles. Donc si on prend par exemple, on a un bolincheur qui, lui, est un navire de 15 mètres avec à peu près 6 personnes embarquées dessus à bord, qui pêche à la sardine et en choix. Lui, il va faire des petites journées de travail et seulement sur les côtes bretonnes, on va dire. Là, ses besoins de communication sont assez restreints puisque lui, il touche quête tous les jours et il est tout le temps en portée GSM, donc un simple téléphone portable suffit à pouvoir contacter la Terre s'il y a un besoin au niveau sécurité ou un besoin au niveau opérationnel. Même au niveau assistant technique, on peut le faire via un simple GSM. Si on passe maintenant sur un langoustinier type le Manassia, qui lui est un navire de 16 mètres, qui a 4 hommes d'équipage, lui il va aussi bien naviguer près des côtes qu'au-delà des 20 000 nautiques. Et là, on a une barrière, on va dire, naturelle, au niveau de la portée GSM. Donc on peut dire que nous, ce type de bateau est équipé, pour une première partie, on va dire jusqu'à 20 000 des côtes, d'un système 4G, qui va lui permettre d'avoir des contacts téléphoniques et aussi de pouvoir récupérer des mails, d'envoyer des documents. Et au-delà des 20 000 nautiques, on va passer sur un autre système, alors en général Inmarsat ou Iridium, qui va lui permettre de toujours avoir cette communication téléphonique avec la Terre et cette liaison data aussi avec l'armement. Donc après, on peut passer... Un autre exemple, c'est les chalutiers qui travaillent en mer d'Écosse, enfin en Nord-Écosse. Eux, c'est des gros chalutiers qui font 46 mètres de long. Ils ont 14 marins à bord. Ils font des marées de l'ordre de 9 à 10 jours. Donc là, on sera loin des côtes, donc plus de portée 4G. Donc là, on va être équipé et d'un système Inmarsat et d'un système Iridium pour avoir une redondance des communications. Si jamais un des systèmes tombe, on a l'autre système qui n'est pas du tout de la même constellation satellitaire qui va pouvoir subvenir aux besoins. Et donc, les besoins sont toujours les mêmes. Besoins en communication téléphonique pour de l'assistance, pour les familles aussi, équipage,
et besoin au niveau de data pour tout ce qui est mail, données brutes du bateau qu'on peut récupérer, météo marine et autres. Donc là, différents types de bateaux. Et notre dernier exemple, c'est notre palangrier qui est basé à l'île de la Réunion, qui lui travaille sur la zone des Kerguelen pour des marées qui durent de l'ordre de 2 mois et demi. Donc lui, il a besoin des mêmes principes que pour les chalutiers, les 45 mètres. Il va être équipé d'un système Fleet Broadband et d'un système Iridium, mais un peu plus, on va dire, conséquent, puisqu'il va être en limite de portée au niveau du système Fleet Broadband, donc une antenne plus grosse. Il aura les mêmes besoins, hein, toujours besoin par rapport aux équipages et par rapport aux techniques de communication par téléphonie et communication de données data au niveau moteur, data au niveau météo qui sont envoyés, et de liaison mail, pro et équipage. Ce bateau, il est en permanence armé, donc même quand il touche quai, il y aura une partie de l'équipage qui va rester à bord pour pouvoir assurer la surveillance. Et donc on lui a installé aussi un système 4G pour pouvoir avoir accès pour l'équipage au mail et puis on va dire à Internet. Donc voilà à peu près l'ensemble des systèmes qui sont équipés sur nos bâtiments de la SCAPES. On a toujours des besoins, les besoins évoluent en permanence. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, plus on avance dans le temps et plus les équipements sont demandeurs de connexion via un système de communication, surtout en data, au niveau motorisation, au niveau communication satellitaire, on a de plus en plus de besoins. Donc l'évolution est de plus importante et les besoins sont de plus importants. Maintenant, reste un point important, c'est le coût des communications. C'est ce qui bloque un peu pour l'instant. Voilà pour moi, je vais passer la main à Pascal, si tu reprends. Merci beaucoup, Serge. Merci. Donc, si vous voulez, bien sûr, merci. C'est intéressant. Oui, je pense que le témoignage de Serge et de SCAPES est intéressant parce qu'évidemment, il couvre toute une palette de métiers. Je propose, on passera plutôt aux questions un peu en format table ronde et puis on ouvrira bien sûr un peu un dialogue questions-réponses plutôt à la fin. Je propose, Serge, aussi qu'en fait, on va laisser à tous ces trois messieurs qui nous proposent des solutions, ces trois entreprises qui nous proposent des solutions différentes. Et puis après, on te redonnera la parole peut-être pour voir s'ils répondent à des besoins futurs ou actuels pour vous, quoi. Donc, eh bien, alors, on va changer. Présentation, pardon, on fait. Alors, je la trouve ici. Pardon, c'est un peu. Je vais poser mon micro. Voilà, donc je pense qu'on avait, j'ai pas repris M. Wallis, mais on va donner la parole à Pascal Olivier de la société Quinta. Quinta, pardon. Quinta, c'est breton d'ailleurs. Donc Pascal Olivier, dirigeant de société Quinta, basé à Quimper. Donc nous, on est spécialiste plutôt radiocommunication, pas que maritime, mais radiocommunication au sens général. On est membre du pôle mer Bretagne-Atlantique, tout comme membre du pôle imagerie réseau qui est plutôt du côté de Rennes. Et nous, on travaille sur des nouvelles technologies qu'on appelle radiologiciels. Donc en gros, le logiciel devient de plus en plus présent au niveau de la radio. Voilà. Donc on travaille sur ce genre de thématique. Alors on est beaucoup plus connus, nous, dans le monde maritime, dans le secteur de la sécurité, puisqu'en fait on travaille beaucoup avec les CROSS, que vous connaissez tous, je suppose. Donc en fait, nous, on fournit aux CROSS les stations côtières, VHF, MFHF, si vous connaissez un petit peu, Navtex, et tous les logiciels qui permettent justement
à la fonction garde-côte de pouvoir communiquer avec les bateaux, recevoir les alertes ASN et voilà, et diffuser donc les renseignements de sécurité maritime. Alors là, je vais intervenir un petit peu pour vous dresser. Alors l'idée, c'est bien vous montrer un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le monde des radiocommunications. Donc j'insiste bien sur radiocommunication. Je vous parlerai pas de satellite. Je vous parlerai pas de connectivité 3G, 4G. Je vous parlerai vraiment du système radiocommunication par la voie hertzienne. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent au niveau mondial. Donc nous, on participe à pas mal de travaux au niveau international. On a des entrées à l'OMI, on a des entrées à l'UIT. Donc l'UIT, qui est l'organisme international des télécoms à Genève, où il se passe des choses. On est membre de l'AISM, donc AYALA pour la partie localisation. Donc, et on essaye donc de participer à pas mal de travaux et à alimenter en fait les travaux sur les futurs des communications radio. Et on essaye de le faire aussi à travers donc, le pôle mer Bretagne-Atlantique, à travers donc, des projets collaboratifs sur lesquels on participe, soit en tant qu'acteur, soit en tant que participant. Donc voilà. Alors, ce que je ne vais pas parler non plus, c'est la partie. Je vous parlerai de radiocommunication au sens où on utilise des fréquences qui sont régulées, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fréquences que l'on peut utiliser comme ça. Donc, il y a des systèmes, par exemple, dans le monde de l'intérieur des objets qu'on appelle LoRa. Voilà, donc ça, ils utilisent bien donc, les systèmes radio hertziens, mais sur des fréquences qu'on appelle libres. Alors que nous, on est plutôt sur des systèmes voilà, où il faut demander la ressource aux autorités pour pouvoir l'utiliser. Donc là, en fait, l'idée, c'est bon, alors c'est pas forcément. Alors, il est orienté sécurité maritime, mais ça vous montre un petit peu de ce qui existe aujourd'hui, je dirais, en radiocommunication maritime sur la bande de fréquences donc, MF, HF et VHF. Donc en fait, en bas, vous voyez hein, les fréquences pour ceux qui connaissent un petit peu le spectre fréquentiel. Et donc, ce qui est en bleu, c'est l'existence, c'est l'analogique. Donc, en bas, on retrouve ce qu'on appelle le NAVTEX, pour ceux qui connaissent. C'est le système de diffusion terre-vers-mer de renseignement de sécurité maritime à destination des marins. Donc, c'est ce qu'on appelle les AVURNAV, pour ceux qui connaissent un petit peu aussi. Mais vraiment, on les diffuse en hertzien. Après, vous avez tout ce qu'on appelle la phonie, donc le canal 16, par exemple, où vous pouvez communiquer par la voix en VHF ou en MFHF, et donc le fameux ASN qui vous permet en fait d'envoyer ou de recevoir des messages d'alerte ou des messages de détresse ou des messages d'urgence. Voilà, et où il y a aussi en VHF, un peu plus à droite, le fameux système AIS, qui n'est pas un système de diffusion, mais qui est un système de localisation qui est en plus dans la bande VHF. Donc ce qui se passe, c'est que tous ces modes qu'on appelle analogiques sont amenés à se numériser, tout comme la radio, tout comme la télévision l'a fait avec la TNT, la radio, là ça arrive aussi. Les systèmes de communication maritime vont se numériser à terme. Donc il y a des travaux au niveau international sur lesquels nous on participe, qui permettent justement de numériser en fait toutes ces bandes de fréquences. Donc c'est ce qui est en jaune. Alors c'est ce qu'on appelle justement le NAVDAT, qui est un système de diffusion numérique terre-mer, donc ça va bien que dans un sens, comme le NAVTEX. Avec son extension dans les bandes HF, donc les travaux sont toujours en cours, c'est-à-dire que autant le NAVDAT au niveau international a été adopté au niveau de l'UIT, c'est pas pour autant qu'il est devenu obligatoire par l'OMI dans son utilisation. Mais les travaux sont en cours justement pour que l'OMI l'adopte de façon définitive et le rende obligatoire pour une partie des bateaux, plutôt de ceux qui sont sous la convention SOLAS. Donc l'extension sur la bande HF, donc c'est le même système, sauf que là, nous, c'est bien de faire de la mer vers la terre, mais ce serait bien aussi d'avoir de la mer, enfin de la terre vers la mer, mais c'est bien aussi d'avoir le canal retour de la mer vers la terre. Donc nous, on a travaillé justement sur ce fameux canal de retour pour avoir, si vous voulez, un duplex. Et sur la bande VHF, il y a un nouveau standard qui s'appelle le VDES, qui veut dire VHF Data Exchange System, et qui est en cours de normalisation. L'UIT donc l'a adopté, donc les fréquences sont allouées, et donc il y a des discussions au sein de l'OMI et au sein de l'AISM justement pour le standardiser et l'adopter de façon définitive. Donc
Voilà, donc aujourd'hui, vous avez donc un panorama de ce qui va arriver. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de numériser, donc ça l'ouvre un petit peu, ça ouvre un petit peu le champ à des nouvelles applications. Donc l'AISM et l'OMI, en fait, ils réfléchissent sur ce qu'ils appellent des portefeuilles de services maritimes, justement où alors chacun définit ses propres services et de pouvoir l'appliquer sur des supports comme le NAVDAT ou le VDES. Donc ça ouvre le champ à de nouvelles applications, puisqu'en fait on numérise. Qui dit numérisation dit un peu plus de débit. Alors là, on n'est pas sur des débits de très haut débit, hein. On est sur du débit, on est plutôt sur du bas débit, hein. Le NAVDAT, on est autour de 20-50 kbps par seconde, vous voyez, c'est pas non plus... Et le VDES, on est plutôt sur des débits de 100 kbps par seconde. Donc voilà, c'est pas non plus, on ne fait pas passer de vidéo, par exemple, sur ce genre de support. Par contre, ça, tout ce qui est échange d'emails, de messagerie, par exemple, envoyer la position du bateau, envoyer en fait le journal de pêche, ce qui est fait aujourd'hui en satellite, mais la venue de ces nouveaux systèmes permettrait de faire exactement la même chose. Sauf que c'est des systèmes hertziens, c'est pas des systèmes d'abonnement. Donc bien sûr, il faut une infrastructure côtière, il faut une infrastructure sur les bateaux, tout comme voilà. Mais par contre, il n'y a pas de système d'abonnement. Il n'y a que en fait l'utilisation de la ressource fréquentielle qui serait payante, mais bon, sur ce genre d'application, c'est pas ça qui est dimensionnant au niveau du prix. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le panorama. Bon, j'avais quelques transparents, mais c'est pour vous dire que nous, on a travaillé évidemment sur des projets collaboratifs. Alors, il y a 3 exemples, hein. Le premier, c'est un projet que l'on a mené qui s'appelle Embrace, et qui est là pour nous le premier projet qui nous a permis en fait de faire une communication HF et de faire en fait des récepteurs orientés NAVDAT. Donc nous, le but du jeu pour nous derrière, c'est faire des logiciels, de faire du matériel embarqué dans les bateaux et côtiers qui permettent justement de mettre en service ce genre d'application. C'est un autre exemple, donc ça c'est un projet un peu plus gros qui s'appelle SmartCast, qui a été porté par TDF. Donc nous on a contribué justement à ce projet-là. Le projet pour TDF, c'était plus justement pour la diffusion radio. Donc on parlait tout à l'heure donc de recevoir la radio sur les bateaux. Par le biais de standards numériques. Et nous, on a travaillé plutôt sur justement la voie de retour. C'est-à-dire on diffuse en fait de la donnée, donc de la radio et des données associées de la Terre vers les navires. Et nous, on a travaillé sur le canal de retour de navire vers bateau, justement, pour pouvoir remonter des informations sur la côte. Et donc là, en fait, ce qu'on a testé dans ce projet, c'est un service de messagerie. Et le dernier, c'est un projet qui est en cours et qui est labellisé par le pôle mer Bretagne-Atlantique Images et Réseaux et qui est justement l'utilisation du NAVDAT et du VDES, hein, ce que je vous ai montré sur le premier transparent, pour des applications qui ne sont pas forcément de sécurité maritime, mais plutôt ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc l'idée là, c'est de travailler sur une bouée connectée avec NKE et de pouvoir justement, NKE fait la bouée, nous on fait le modem. On fait la structure également côtière. Le but du jeu, c'est d'avoir un ensemble de bouées qui sont sur le littoral et un réseau côtier qui permet justement de collecter les informations et d'alimenter en fait les bases de données pour diverses applications derrière. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation. Je ne sais pas si j'ai été... C'est parfait, merci beaucoup Pascal. Bon, oui, donc c'est tout à fait, je pense que votre présentation est tout à fait complémentaire de celle des autres entreprises. Donc évidemment, l'aspect coût des systèmes est important, on y reviendra sûrement dans la discussion tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que voilà, au-delà des couvertures côtières, on ne pourra pas intervenir. Donc le satellite sera toujours là. C'est tout à fait complémentaire, donc on en parlera tout à l'heure. Merci. Donc dans l'ordre, nous avions, il n'y avait pas vraiment d'ordre d'ailleurs, mais donc maintenant je crois que c'est toi, Patrick, qui doit intervenir donc pour nous parler de l'Internet 4G. Hein, voilà, c'est ce qu'on avait... Pardon, je confonds. Excusez-moi. Non, pardon. Romain Buté.
plus, je connais bien le système. Bonjour à tous, donc je suis Romain Buté, ingénieur technico-commercial chez MVG. Je vais vous présenter aujourd'hui le système Neptulink. C'est un système que j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans le cadre justement des Blue Day du pôle mer, parce que c'est un produit qui existe maintenant depuis quelques années. Et c'est un produit qui a été développé dans le cadre d'un projet financé par le pôle mer, et en tout cas labellisé par le pôle mer. Alors, une présentation rapide de la société pour laquelle je travaille et qui a développé cette solution. Donc MVG, qui est un groupe français spécialisé dans la mesure et la caractérisation d'antennes, donc la fabrication de scanners qui permettent de caractériser des antennes, dans tout ce qui est compatibilité électromagnétique et donc dans le design également d'antennes. C'est une société qui fait 350 personnes à peu près, dans 11 pays. Il y a une vingtaine d'agences. Je vous ai mis une carte, là, je ne sais pas si elle est très lisible, mais donc on est sur les 3 principaux continents. On fait un chiffre d'affaires à peu près 75 millions d'euros. Et on est implanté en Bretagne depuis 1998 sur le Technopole, où est fabriquée la solution Neptulink. Alors rapidement, le système Neptulink, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un modem 4G, on en parlait tout à l'heure, qui est fabriqué autour d'un radome qui contient 2 antennes large bande, donc qui permet de couvrir toutes les bandes 4G et qui permet également de couvrir les bandes américaines et européennes. Donc c'est une solution qui va permettre d'être connecté en 4G dans à peu près 90-95% des pays du monde. Il y a quelques pays asiatiques qui utilisent des bandes spécifiques pour lesquelles la solution ne sera pas compatible, mais dans ces pays-là, en général, on peut fonctionner en 3G. Mais donc, on a la possibilité d'être connecté dans une très très grande partie du monde. La connectivité est simplifiée parce qu'on a des connexions assez faciles à mettre en œuvre. On a la possibilité de mettre 2 cartes SIM dans l'appareil pour justement les navigateurs qui ont l'habitude d'aller dans des pays spécifiques et qui veulent acheter une carte SIM locale, par exemple, pour pouvoir se connecter. Et également, dans la solution, nous avons un modem Wi-Fi qui va permettre de re-rayonner la connexion Internet dans le bateau, où on peut également sortir en Ethernet pour pouvoir rajouter des modems complémentaires si on a des bateaux métalliques, comme le sont bien souvent les bateaux de pêche. Évidemment, la solution est optimisée pour une utilisation en mer, c'est-à-dire qu'elle est étanche, évidemment, dans un premier temps. Elle tient compte des phénomènes de corrosion, de choc, de vibration qu'il peut y avoir sur des bateaux. Et elle tient compte également des phénomènes de tangage et de roulis. Et ça, je vous montrerai juste après, c'est de par la technologie antennaire qui est utilisée. Et elle ne vient pas perturber les autres éléments du bateau, comme le GPS, le radar, l'AIS, où on reste, évidemment, on ne vient pas perturber parce qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences d'utilisation. Le marché pour ce type de solution, c'est évidemment, comme c'est le cas aujourd'hui, tous les professionnels de la mer et en particulier les pêcheurs, mais ça peut très bien être aussi les remorqueurs, les ferries de passagers, les sauveteurs en mer, comme vous avez l'illustration ici avec une vedette de la SNSM. Évidemment, tous les plaisanciers, les voiliers, les yachts, etc. Élément important, la 4G, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des intervenants sur le satellite aujourd'hui. La 4G ne fonctionne pas partout en mer, au milieu de l'Atlantique, on ne capte pas. On est limité de par la portée des réseaux et de par la visibilité optique des stations de base qui sont installées sur la côte. Donc la portée de la solution est autour de 20 000 nautiques à peu près. Un petit peu de technique très rapidement. Pourquoi la solution Neptulink est des meilleures performances que l'utilisation d'un simple téléphone portable par exemple ou d'autres solutions de connectivité 4G qui existent sur le marché. Donc comme je disais, en fait, dans l'équipement, vous avez 2 antennes qui sont placées de manière optimisée et parfaitement calculée, l'une au-dessus de l'autre, de manière à pouvoir garantir et optimiser la propagation, enfin la réception des ondes sur le niveau de la mer. Il faut savoir que la mer joue un effet miroir pour les ondes, et donc le fait d'avoir 2 antennes l'une au-dessus de l'autre permet de supprimer les pertes de connexion qu'on ne pourrait avoir si on n'avait qu'une seule antenne, comme sur un téléphone portable par exemple, ou 2 antennes qui sont placées côte à côte en mâture par exemple.
L'intérêt également de la solution, c'est que les antennes sont dans le radome, au plus près du modem, et donc on va supprimer tous les câbles coaxiaux qu'il peut y avoir entre l'antenne et le modem. Ce qui fait qu'on va également supprimer toutes les pertes qu'il peut y avoir dans ces câbles. Et c'est ça aussi qui va garantir la connectivité, qui va permettre d'optimiser la connectivité durant la navigation. Alors, je vous parlais tout à l'heure des optimisations liées au phénomène de tangage et de roulis. Nos antennes sont omnidirectionnelles, donc elles permettent de capter dans toutes les directions. Il n'y a pas besoin d'orienter la solution pour pouvoir capter le signal. Et elles ont un diagramme d'ouverture de plus ou moins 45 degrés par rapport à l'horizontale, ce qui fait que le bateau peut gîter de 45 degrés dans tous les sens, et on maintiendra la connectivité malgré ces conditions. Bon, au-delà, j'ai tendance à dire que la connectivité Internet n'était pas forcément la priorité. À partir du moment où on gîte à plus de 45 degrés, on cherche plus à se tenir qu'à faire du FaceTime, en fait. Mais en tout cas, voilà, ça, ce sont la photo que vous avez tout en haut à droite. C'est une illustration de ce qu'il ne faut pas faire. C'est un installateur qui a installé la solution verticale, enfin horizontale sur une barre de flèche. Et là, évidemment, l'installation n'est pas du tout optimisée. Donc, on lui a fait un rappel tout de suite lorsqu'on a vu ça. Alors, une rapide comparaison avec le satellite. L'intérêt de la solution 4G est, dans un premier temps, évidemment, le débit qu'on peut avoir par rapport à une connexion satellite, mais également le niveau du coût, que ce soit au niveau du coût matériel ou du coût des communications. C'est ce que Kenta avait abordé tout à l'heure ici. Le côté coût de communication est un paramètre important. Donc j'ai fait un petit comparatif. Alors c'est des prix que j'ai pu trouver sur Internet sur des solutions donc satellites à gauche, Iridium, Inmarsat, Fleet Broadband. Alors peut-être que Talos me contrariera sur certains coûts d'installation ou de communication, mais voilà, c'est ce que j'ai pu trouver au niveau des abonnements sur Internet. Et puis, donc à droite, la partie Neptunelink et donc coût de communication au niveau des abonnements 4G. Et donc, on se rend compte assez facilement assez rapidement, que les coûts, qu'ils soient matériels ou de communication, sont très élevés en satellite. Là, je vous apprends rien. De toute façon, vous êtes utilisateur, vous connaissez déjà ça. Là où je veux en venir, c'est que l'utilisation d'une solution 4G lorsqu'on est en couverture peut être rapidement amortie, si je puis dire, à partir du moment où on l'utilise en complément du satellite dans la bande dans la zone où on va pouvoir capter la 4G. Et ça, rapidement, on le voit. Alors là, j'ai mis en bas des exemples de forfaits qui existent aujourd'hui chez les opérateurs publics, Free, SFR, Orange, Bouygues. Là, la source, c'est le 9 septembre 2019, mais j'ai vérifié cette semaine, on est toujours sur des prix de ce type-là, où on a des forfaits à data illimitée pour cet ordre de prix. Et donc, ce qui permet, lorsqu'on fait un petit calcul rapide d'amortissement des frais d'installation d'une solution de type Neptunelink, et donc d'un abonnement de ce type-là, et bien très rapidement, on peut voir que simplement, en l'espace de 12 mois, si on fait une économie de quelques dizaines de mégaoctets par jour, si on utilise la solution Neptunelink pour quelques dizaines de mégaoctets par jour, on arrive à amortir la solution en l'espace d'une douzaine de mois. Et donc 16 mégaoctets par jour, je vous ai mis un petit peu ce que ça représentait, c'est à peu près une quinzaine de mails en fonction des pièces jointes, c'est quelques minutes de Skype, c'est un peu de musique. Vous parliez des différents services qu'on peut trouver à bord lorsqu'on utilise la 4G, donc les services de confort comme de la musique, du surf sur Internet et aussi de la vidéo, du streaming, etc. Donc, on se rend compte que rapidement, l'installation d'une solution Neptunelink et l'utilisation de la 4G lorsqu'on est à portée peut être rapidement amortie si on se dit, de toute façon, j'ai déjà le satellite, je peux faire 100, on voit que les coûts engendrés peuvent être vite amortis. Quelques applications rapides qu'on a pu avoir, des mises en place de solutions qu'on a pu avoir dans le domaine de la pêche. On l'a travaillé il y a quelques années avec les pêcheurs de la Cotinière qui ont pu déployer la solution. Et donc on voit bien dans la bande des 20 000 nautiques, qui est la bande en grenat sur l'image en bas à droite, on avait une connectivité 4G quasi permanente, et ça permettait de garantir la connectivité du bateau, et donc de pouvoir, comme vous disiez, envoyer des mails, faire du surf sur Internet, pas du surf sur des vagues, du streaming vidéo pour les pêcheurs qui n'étaient pas forcément
d'actifs, si je puis dire, en tout cas qui étaient en repos durant la navigation, et donc de pouvoir faciliter un petit peu la vie à bord. Un autre projet auquel on a participé et qui était financé en partie donc, par la CCI Vendée, c'était au Sable d'Olonne, où on avait travaillé avec Pierre Sarrazin, qui est parti en retraite depuis cet été maintenant, mais qui avait pour but en fait, de proposer justement une solution de connectivité aux pêcheurs des Sables d'Olonne, de manière à ce qu'ils puissent transmettre les informations de prise de pêche, etc., à la criée avant d'être rentrés à la criée, de manière à faciliter les ventes avant même que les poissons soient débarqués. En fait. Donc on avait proposé cette solution, Neptulink, et c'est cette solution qui avait été retenue pour pouvoir justement faciliter les échanges entre la criée et les bateaux. Voilà, donc quelques photos de bateaux équipés avec la solution. Ça c'est justement sur les Sables d'Olonne. Alors après, effectivement, on est ici pour parler de la pêche, mais on a, comme je vous le disais en introduction, on a tout un tas d'autres clients dans tout un tas de domaines, en particulier la défense et la sécurité. Aujourd'hui, notre premier client, c'est la Marine nationale. On travaille également avec les abeilles, la SNSM, les douanes, les bateaux de transport de passagers, comme je vous le disais, les navires scientifiques, et la course à la voile, où on a équipé ces dernières années les bateaux de la Solitaire du Figaro. Alors pas les bateaux qui faisaient la course, mais en tout cas les bateaux médias et les bateaux de la direction de course qui leur permettaient d'avoir une connectivité permanente avec la Terre lorsqu'ils étaient en mer. Voilà, évidemment l'application Plaisance, j'en ai parlé également. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Juste pour information, aujourd'hui, le produit est donc évidemment disponible au commerce et il est proposé sur le marché français par MC Technologies, qui le présente là sur le salon, si vous voulez le découvrir. Merci. Merci beaucoup, Romain. Bon, donc une autre solution tout à fait intéressante, en particulier en zone côtière, évidemment. Donc intéressante pour on l'a vu dans les exemples donnés pour des organisations professionnelles. Ou autre, voilà, en zone côtière. Merci beaucoup. Maintenant, on va bien passer la parole à Patrick Moello, qui va nous parler de la gestion du lien Internet en mer. Alors, je repose mon micro. Bonjour, Patrick Moello, coordinateur projet chez Talos. Alors, chez Talos, nous sommes experts en communication satellite. Nous proposons une solution complète de l'installation à la gestion des communications et à l'optimisation des communications. Nous avons une équipe de 10 ingénieurs qui développent les solutions et une équipe de 10 personnes à travers le monde qui va se charger de suivre et de supporter les clients. Donc, mes collègues auparavant ont parlé des communications en zone côtière. Là, aujourd'hui, en zone hauturière, le 4G et la radiofréquence n'est plus suffisante et il faut passer sur la communication satellite. Alors, nous vivons dans un monde hyper connecté et le lien Internet est devenu un outil incontournable de notre quotidien, que ça soit au niveau professionnel, pour communiquer avec le chat, le téléphone, les réseaux sociaux, ou pour les loisirs, donc l'accès aux journaux, aux vidéos, à la radio. Et les nouvelles technologies satellites permettent aujourd'hui de proposer ce lien sur les navires hauturiers. Alors, comment rester connecté à bord? Il y a 3 grandes fonctions à respecter. Il faut un système de communication pertinent, un réseau bord adapté et une gestion des flux optimisés. Des critères spécifiques qui vont être à respecter en fonction du type de navire, du type de client. Donc, ce sont les routes de navigation, la taille du navire,
le nombre d'utilisateurs et le type d'utilisateurs à bord en fonction des métiers, et donc les usages et les besoins professionnels et personnels à bord. Au niveau des systèmes de communication, ces dernières années, les technologies satellites ont évolué et permettent maintenant d'atteindre des débits plus importants qu'il y a une dizaine d'années. Un petit résumé des systèmes satellites qui sont proposés. Donc là, on est dans des bandes de fréquences totalement différentes de celles abordées par Kenta tout à l'heure. Et en fonction de la bande de fréquence, on va pouvoir proposer des débits plus ou moins importants. Associés à ces systèmes de communication, il y a donc des réseaux satellites. Et ces réseaux satellites vont être choisis pour le type de navire, avant tout en fonction de leur route de navigation. Alors, j'ai pris ici quelques exemples. Par exemple, sur les flux de broadband, on voit ici la couverture des satellites donc du flux de broadband. On est ici sur une constellation géostationnaire. Sur l'Iridium, on va avoir une couverture globale, mais on le verra après avec des débits qui vont être moins importants que sur du FLIT ou des VSAT. Sur les satellites plus haut débit, là, on voit bien ce qu'on appelle le phénomène de BIM, avec des zones où la couverture ne sera pas accessible. Là, on est sur donc la bande KU. On pourra y revenir après, je vais passer assez rapidement. Donc, ce qu'on voit bien avec ces différents satellites, c'est qu'en fonction du type de navire, en fonction de la zone où ce navire travaille, on va proposer tel ou tel satellite. Après, se pose la problématique du nombre de personnes, du métier, et en fonction de ce type de navire, on va proposer des débits plus ou moins importants. Alors là, quelques exemples. On va aller de débit de 2 mégabits par seconde sur des petits systèmes FleetOne, et sur des systèmes plus importants, on peut monter jusqu'à 8 mégabits par seconde en doublant même les systèmes sur les gros navires de croisière. À titre comparatif, à terre, on a aujourd'hui des débits accessibles qui sont 10 à 100 fois plus importants pour un foyer, alors qu'à bord, pour beaucoup plus de personnes, on va avoir un débit faible qu'il va falloir piloter, optimiser pour avoir accès aux différentes fonctions à bord. Donc pour ce faire, ce que l'on va proposer, ce sont des réseaux bord, déjà des réseaux bord adaptés. Notre brique fonctionnelle aujourd'hui, c'est ce serveur embarqué OceanBox qui va permettre d'optimiser les flux de communication. Ce système va être connecté aux différents SATCOM bord, mais aussi aux solutions côtières 4G et Wi-Fi. Et connecté au réseau bord. Donc les réseaux bord, on va les séparer en réseaux donc réseau professionnel, réseau équipage, réseau visiteur, afin de pouvoir optimiser l'utilisation des différentes fonctionnalités à bord. Donc là, un petit résumé de la connectivité. Notre solution donc, au cœur, avec les réseaux, les SATCOM, le Wi-Fi, le 4G, et à bord, les réseaux perso et personnels et les réseaux professionnels. Donc la gestion des flux. Alors plusieurs points à prendre en compte. La connectivité satellitaire, la sécurité, la QoS, c'est-à-dire
la priorité des usages, usage pro, les services proposés aux équipages, et nous proposons aussi une supervision de ces différentes fonctionnalités. Alors un petit diagramme qui résume la liaison satellite avec notre brique fonctionnelle qui va permettre d'optimiser le flux Internet entre la Terre et les réseaux bords. Et à terre, notre serveur Terre qui va rediriger ensuite vers les armements, enfin, vers les clients, le flux du navire. Alors, un retour sur les différents types de réseaux que nous déployons à bord. Au niveau de la sécurité, on sait que c'est un point très sensible aujourd'hui au niveau informatique. Donc, nous proposons des systèmes de firewalling, des systèmes de gestion applicative aussi, avec une sécurité à bord, mais aussi à terre, dans notre hub. La qualité des services, donc c'est une gestion des priorités. C'est très important en fonction du type de métier, que ce soit pour la pêche, mais aussi sur les workboats. C'est-à-dire que prioriser les applications professionnelles et laisser aussi un temps pour les applications, pour l'équipage, pour la connexion à certaines heures de la journée. Donc ça, c'est quelque chose qui va être adapté en fonction du type de client. Sur les usages professionnels, nous pouvons proposer aussi, grâce à ce lien Internet, des accès à distance à la demande, avec un accès direct à partir de la Terre sur le navire. Le lien de communication satellite va nous permettre aussi de remonter des données, ce qui va permettre aux clients de pouvoir avoir une gestion en direct de l'état du navire, par exemple. On peut remonter des données moteurs. La gestion des services, puisque la communication satellite a un coût, et nous proposons donc des moyens de pouvoir gérer ce coût de communication. Donc je parlais tout à l'heure des plages horaires, gestion des plages horaires pour permettre à l'équipage d'avoir accès à ces applications personnelles à certaines heures où ils ne seront pas sur des heures de travail. La gestion des services, qui va permettre de donner accès à telle ou telle application sur Internet, bloquer certains services. Donc c'est ce qu'on appelle le firewalling applicatif, et qui va permettre aussi donc de piloter par application et les communications, le volume de communication utilisé. Et nous proposons autour de ces communications satellites donc des applications métiers particulières, donc des solutions de chat, des solutions téléphoniques avec Ocean Call, la possibilité de suivre le navire à terre pour le client avec Ocean Track, et la possibilité pour l'équipage à bord d'utiliser leur propre smartphone pour se connecter au réseau et communiquer. Donc la communication satellite a un coût, donc c'est important de pouvoir suivre et gérer à terre l'utilisation bord du forfait de communication. Et pour cela, nous proposons une interface qui va permettre de suivre au quotidien les volumes de communication par type d'application et par usager. C'est aussi une gestion des solutions métiers. Donc là, nous avons
deux exemples de solutions que nous proposons autour des systèmes de communication satellite. Un système de Ocean Life qui est un système de suivi vidéo pour la réglementation des pêches, et CatSat qui est un service de données océanographiques pour l'aide à la pêche pélagique. Donc pour conclure, grâce à toute cette chaîne de solutions, donc de la communication satellitaire en passant par les infrastructures terre et l'arrivée finale chez l'armement, nous pouvons proposer donc plusieurs services intégrés pour l'application métier pêche ou bateau de travail et pour les usagers à bord. Et vous pouvez passer sur notre stand qui est juste à côté de la salle de conférence. Nous proposons des solutions qui vont être vraiment adaptées aux besoins pour le monde maritime. Et pour conclure, aujourd'hui, nous équipons près de 300 navires avec ce système de communication à travers le monde. Très bien, merci beaucoup Patrick. Bien, donc encore une fois, donc là, je pense qu'on a vraiment eu un panel intéressant avec des solutions, on l'a déjà dit, mais vraiment très très complémentaires. Donc, comme nous l'avons, voilà, peut-être tu préfères que l'on passe les questions à la salle d'abord plutôt que de réagir tout de suite? D'accord, d'accord. Donc on va décaler peut-être, comme on a démarré avec un petit quart d'heure de retard, on décalera à peu près d'un quart d'heure la fin ce midi, donc on va terminer vers midi et quart. Tout ça, je dis ça pour rassurer Florian Thomas de France Agrimaire qui va prendre le relais avec la table ronde ensuite. Voilà, donc si vous avez des questions d'abord, peut-être dans la salle. Est-ce qu'il y a des micro-baladeurs? Oui, oui, vous avez un micro qui arrive. Bonjour, Philippe IoT BZH à Lorient. Donc moi j'aurais une question probablement plus pour Scapèche d'ailleurs, qui est les coûts de communication en fait vont s'effondrer, on le sait, hein, d'accord, ils sont déjà effondrés sur Terre, ils sont effondrés dans le monde du mobile et ils vont s'effondrer dans le monde du satellite aussi, donc on peut prédire sans trop prendre de risques que les coûts vont probablement diviser dans un facteur de 50 à 100 dans les 10 années qui viennent et que les débits vont probablement augmenter peut-être pas dans des niveaux aussi comparables, mais des niveaux très élevés. Donc pour Scapèche, un peu, si demain le coût de la communication il plonge, il devient négligeable, quels seraient vos besoins en fait? Qu'est-ce que vous feriez que vous ne faites pas aujourd'hui? C'est mon premier point. Et puis le deuxième point, vous n'avez pas du tout parlé de sécurité. Et donc si demain on commence à tout mettre sur du numérique, qu'est-ce qui va se passer si moi je commence à envoyer des informations météo qui sont fausses au navire, par exemple, pour prendre juste un exemple? Ouais, donc là, il y a 2 points. En ce qui concerne le coût des communications, enfin, c'est un très gros point, j'allais y revenir après, mais effectivement, c'est un gros point, c'est le point noir pour tout armement, hein, on va dire. Hein. Et nous, on est obligé de suivre ça tous les jours. Et ce qui fait que même si les coûts de communication divisent dans le futur, ils diviseront pas. Je pense pas qu'ils diviseront par 10 ou par 20. Pourquoi? Parce que c'est du système satellitaire, c'est du système, on va dire pour l'Inmarsat du géostationnaire. C'est des coûts qui sont très importants. Et si on veut avoir, on va dire, de open bar un peu ce qui se fait avec la 4G. Eh ben, il faut passer presque par du VSAT. Et là, c'est plus des coûts de communication, mais c'est les coûts d'abonnement qui vont être importants. Donc là, il restera en permanence un coût important. Donc là, la gestion des consommations de flux de données par bateau est très important et on sera toujours amené à surveiller ça de très près. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui concerne la Scapèche. Le deuxième point que vous avez donné, c'était par rapport à la sécurité. Donc là, tu n'en as pas parlé plus que ça, mais en fait, on a un lien VPN entre le bateau et, on va dire, quasiment l'armement, hein, via Talos, qui empêche toute intrusion sur les communications entre le bateau et l'armement. Donc ça, c'est un premier point, c'est un point important, et ça ne peut pas être piraté par l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions.
Bonjour, Bertie Perrois, de la région Pays de la Loire. Je m'adresse à Monsieur Olivier de la société Kenta. Vous dites que les flux analogiques vont être remplacés par du numérique. Et est-ce que ça veut dire que les flux analogiques vont disparaître? Je pense notamment à l'État qui met en place, qui oblige les navires à s'équiper notamment en balises AIS, ASN. Et donc, est-ce que les marins vont devoir s'équiper d'équipements qui vont être obsolètes dans peu de temps? Ça va venir, mais ça va prendre du temps. Tout se décide au niveau de l'OMI, vous l'avez bien compris, pour ce qui me concerne moi toujours. Donc nous, en fait, on propose des technologies, des tuyaux, et c'est à l'OMI de décider, de s'emparer du sujet et d'en faire une obligation ou pas. Donc aujourd'hui, le panorama que moi je vous ai dressé tout à l'heure, l'OMI n'a pas du tout encore adossé ces nouvelles technologies. C'est en cours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça se passe à l'OMI, mais c'est très lent. Les cycles de décision, c'est tous les 4 ans. C'est un peu comme l'UIT. Et c'est les États, c'est-à-dire que c'est des accords internationaux, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc de là à éteindre l'analogique, il peut se passer pas mal de temps en fait. Donc, et puis ça sera évidemment en douceur. Et les systèmes seront un petit peu comme on fait aujourd'hui, ils seront compatibles, on appelle ça du backward compatible, c'est-à-dire en gros les systèmes numériques pourront faire également de l'analogique. Donc il y aura une transition assez douce. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Pour vous aussi, c'est juste une question pour vous, c'est en HF, jusqu'à quel débit vous arrivez, par exemple, en 16 ou 22 mégas? C'est la bande, si je me souviens bien, qui est utilisée. Ouais, on peut. Enfin, il y a un peu de MF aussi. On arrive entre 3 et 30 mégas. Mais quelle que soit la bande, en MF ou en HF, on ne s'attend pas à des miracles, une fois de plus. Vous n'allez pas pouvoir regarder la dernière saison de Casa de Papel sur Netflix. Mais on est plutôt sur entre 20 et 40 kilobits par seconde. Ce qui permet d'envoyer. Je ne sais pas si vous regardez aujourd'hui, par exemple, ce qu'on envoie aujourd'hui en Avtex, on est à quelques bits par seconde pour envoyer du message. Donc, on est plutôt à 20, 30 kilobits par seconde. Alors évidemment, cette ressource sera partagée, c'est-à-dire qu'on peut émettre ce qu'on veut et la ressource est partagée. Voilà. Donc, les applications qui sont derrière, pour le système terre vers navire, c'est envoyer, alors non plus du texte, mais on peut envoyer des images satellites, on peut envoyer des images. Voilà. Pas animé ou en animation très... Comparé à ce qu'il y existait il y a 20 ans, c'est-à-dire la RQ, le Telex. Celle-là, je ne la connais pas. C'est une technologie qui existait il y a une vingtaine d'années, qui était officielle, c'est-à-dire qu'un fax n'était pas officiel sur un navire, ouais. Mais le Telex ARQ était officiel. Beaucoup de bateaux ici l'utilisaient pour communiquer, et c'était déjà de la numérisation. Donc, quelle est la différence entre cette numérisation et la nouvelle numérisation qui est proposée actuellement? Je ne connais pas le système Thales, mais non, ARQ. Système Navdat. ARQ, c'est Automatic Request, qui était le Telex officiel. Ok, moi je vous fais confiance sur le sujet. La technologie qui est utilisée en fait pour le Navdat, c'est ce qu'on appelle du multiporteuse. C'est exactement ce qui est utilisé aujourd'hui en TV et en radio numérique. Alors le spectre, en fait, on est sur 10 kHz de bande passante. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. On n'est plus sur du 3, mais on est sur du 10. Alors après, il y a d'autres systèmes numériques de communication. Pour l'armée, je sais qu'ils travaillent aussi sur des communications wideband avec les Américains. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais voilà. Donc, mais bon, le monde de la radiocommunication se numérise avec les nouvelles technologies, je dirais, qui sont plus au fait aujourd'hui et qui donnent des débits. Alors je ne sais pas ce que Thales pouvait donner en débit à l'époque, mais on est plutôt ici une fois plus sur des débits autour de 30 kbps par seconde en MF et en HF. Si on fait ça en VHF, on est plutôt autour de 100. Merci.
Je ne vois pas de bras qui se lèvent dans la salle, donc j'aurais quelques questions. Peut-être tu as quelques commentaires, Serge, peut-être sur ce qui a été présenté par rapport aux solutions proposées. Alors tu en connais beaucoup, j'imagine. Non, ouais, ça représente à peu près ce qui est équipé sur nos navires. Effectivement, je n'avais pas parlé du GMDSS, donc c'était très bien que tu abordes le sujet. Non, ce que je veux dire, c'est que on est toujours en parlant des consommations de données et tout ça, on a toujours obligation de jeter un œil sur les mégaoctets qui sont consommés par les navires, puisque on va dire que c'est quand même relativement cher. Hein, et il faut absolument que les technologies et les fournisseurs d'accès nous proposent des solutions pour pouvoir limiter en cas d'erreur, limiter la consommation de ces mégaoctets sur le réseau satellitaire. Alors ça, c'est un point super important. Je pense qu'il faudra développer là-dessus. Pourquoi pas allouer une plage de consommation par application et journalière, on va dire. Pourquoi pas, tu pourras peut-être me répondre. Et il y a un deuxième point aussi, que les équipages reviennent vers moi régulièrement depuis plusieurs années, parce que mon prédécesseur a eu la question aussi, c'est que les équipages, pour l'instant, ont droit à des accès en téléphonie, hein, pour pouvoir communiquer avec leur famille. On a ouvert des boîtes mail, pareil, pour pouvoir communiquer avec leur famille, mais ils demandent de plus en plus à pouvoir naviguer sur le net, et c'est des choses qui actuellement ne sont pas encore accessibles. Surtout dans le système de scratch card, puisque c'est le système qui est utilisé pour la téléphonie. Alors je voulais savoir si il y avait des prévisions de ce côté-ci de mise en place au niveau scratch card. Je ne sais pas si tu peux me répondre là-dessus. Oui, mais sur la nouvelle génération du serveur embarqué, là, de OceanBox, que nous allons proposer à partir de l'année prochaine, il y a des solutions de scratch card. Et nous travaillons vraiment sur cette notion de gestion par application et par usager pour augmenter le suivi des consommations, parce qu'on sait vraiment que c'est un point très très sensible aujourd'hui dans les communications satellites. Et cette nouvelle solution va nous permettre de proposer de nouveaux services pour vraiment avoir un suivi quotidien des communications, des volumes de communication par application et par usager, avec notamment la notion de scratch card. Ouais. Merci. Moi, j'avais une petite question pour Romain, peut-être. D'abord, on voyait sur les transparents V2, je me souviens avoir vu le Neptulink V1, mais quelles sont les nouveautés par rapport au premier modèle? Vous avez amélioré des choses, j'imagine? Il y avait effectivement les illustrations du V1 également, c'était celui qui était utilisé sur les bateaux de la Cotinière. La différence qu'il y a entre le Neptulink V1 et V2, c'est que sur le V2, on va avoir la possibilité d'embarquer 2 cartes SIM, ce qu'on ne pouvait pas faire sur le V1. On a également le routeur Wi-Fi qui est présent, qui n'était pas sur la version précédente. On a des antennes qui sont plus performantes, plus large bande, qui vont permettre de couvrir plus de fréquences. Et justement, dans ce cas-là, la notion d'utilisation également sur les bandes américaines, chose qu'on n'avait pas sur la version précédente, où on avait un modem pour la version européenne, si je puis dire, et un modem pour la version américaine. Voilà. Et puis, physiquement, visuellement, on voit aussi assez rapidement la différence que la toute première version du système, pour ceux qui l'avaient peut-être déjà vu, c'était un gros boîtier métallique avec 2 bâtons, un au-dessus et un en dessous pour les antennes. Et on l'a, de manière à pouvoir adresser beaucoup plus de marchés que le marché professionnel, et en particulier le marché de la plaisance, on a entièrement recaréné la solution pour qu'elle puisse s'intégrer plus facilement sur un voilier, par exemple, ou sur un yacht. Voilà. Les principales différences. Merci. Et une question de Béotien aussi, parce que mon domaine, c'est plutôt la technologie des pêches. Et en ce qui concerne l'innocuité, on va dire, nous, on se préoccupe tous, maintenant, on a tous nos téléphones portables, mais une antenne comme ça qu'on a sur un bateau, donc évidemment, vous respectez des réglementations, donc il n'y a pas de souci pour les équipages ou à terre, pour l'antenne à terre, j'imagine. En termes de puissance Oui, voilà, en termes de puissance et d'ondes éventuelles et tout ça, quoi. Alors, au niveau de la compatibilité avec les autres équipements, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'interférence entre les différentes solutions, puisqu'on n'est pas sur les mêmes fréquences d'utilisation. Et puis, en termes de puissance, faut savoir qu'un Neptulink n'émet pas plus qu'un simple téléphone portable. Le modem à l'intérieur, ça va être la même puce que celle qu'on peut retrouver dans un téléphone portable. Simplement, l'antenne va être plus performante. Donc effectivement, ce qu'on appelle la PIR, qui est la puissance totale qui elle va être rayonnée, va être plus importante. Et donc on définit un périmètre de sécurité d'une 20aine de centimètres autour
du système, et ça on l'a vérifié. Évidemment, ça a été certifié, comme vous l'avez dit, il y a une certification CE, une certification FCC, et également c'est l'un des cœurs de métier de la société MVG de faire justement la mesure de ce type de paramètres, et en particulier le paramètre DAS, qui est donc quantifie l'énergie absorbée par le corps humain lorsque c'est rayonné par un équipement type téléphone ou comme le Neptunelink. Donc ça, comme c'est notre cœur de métier, on l'a vérifié également. Oui, c'est bien de le dire, je pense. Enfin, mais c'est très bien. Peut-être, oui, j'ai vu sur les présentations, il est question d'un démonstrateur, je crois, pour la sécurité maritime. Ça consiste en quoi? En fait, c'est un. Oui. C'est peut-être dans le cas du projet Practices. Oui, ça sur un des projets, oui. Donc en fait, nous, on a fait un démonstrateur sur table, et en fait, on a démontré en fait une application avec un autre projet qui est porté par une autre société en Méditerranée qui s'appelle XBlue et qui porte le projet Passion. Eux, ils sont plutôt sur. Alors nous, on est plutôt à terre. Eux, ils sont plutôt côté passerelle. Ils travaillent sur les passerelles intelligentes. Et en fait, on a démontré avec eux l'envoi en fait d'AVURNAV intelligent qui permet par un système EC10 de pouvoir dessiner par exemple une zone à risque au lieu de. Enfin, aujourd'hui, tel que c'est fait en Navtex, ça reste du télétexte. Donc on reçoit en fait, il y a un récepteur dédié. Ça sort sur une imprimante. Donc l'opérateur est obligé de prendre en fait les coordonnées géographiques et les porter sur une carto, pas électronique, mais une vraie carte. Donc en fait, l'idée, c'était de pouvoir dire qu'avec ce genre de nouveau système de communication numérique, on pouvait justement tout automatiser, à la fois avec plus de débit en émission et avec le système intelligent à bord, de pouvoir justement automatiquement afficher l'AVURNAV et dessiner une zone à risque si les coordonnées sont dans le message. Voilà, ça c'est un premier démonstrateur dans le cadre du projet. Il y a également, donc on est en train de travailler, alors c'est pas forcément Kenta directement, mais il y a eu des tests qui ont été faits donc en HF sur Ouessant cet été en NavDataHF, et justement pour démontrer un petit peu alors plus la portée, parce qu'en fait on parlait peut-être pas, mais ces fréquences basses permettent justement par onde de surface d'aller très loin. On est autour de 200 000 nautiques quand même si les antennes sont bien positionnées. Et donc il y a eu des tests qui ont été faits sur Ouessant, donc avec le Roscorsen, avec l'émetteur HF qu'il y a pour la zone A2 aujourd'hui, en format numérique pour faire des tests. Et on avait fait des tests, mais alors, il y a 5-6 ans, justement dans un autre projet qui s'appelait IPBC. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler, mais on était plus en MF. Donc en MF, encore plus bas en fréquence. Donc il y a bien un démonstrateur qui a été fait. Le but, c'est de pouvoir alimenter une fois de plus les travaux internationaux et de pouvoir pousser. Nous, notre but, c'est que le prochain NCSR OMI aura lieu donc début d'année prochaine. Le but, c'est que l'OMI s'accapare de la technologie NavDat, mette des groupes de travail en place pour qu'à terme, ce soit normalisé et utilisé. Très bien, merci. Patrick, on a parlé à plusieurs reprises dans la salle aussi de coûts. Donc, les avis sont partagés un peu, mais on parlait de division par 50 ou par 100 les coûts satellitaires. Bon, Serge était un peu sceptique, visiblement. Donc, raisonnablement, on peut espérer quoi en diminution de coûts dans les années à venir, ou on peut se donner 10 ans peut-être, mais... Non, on a vu dans ces 10 dernières années, il y a deux choses. Il y a déjà l'évolution technologique avec des solutions qui permettent des débits de plus en plus importants. Le coût, à un moment donné, va se stabiliser. Il y aura un niveau auquel on ne pourra pas passer. Ce qu'il faut qu'on propose, c'est le service qui va autour pour piloter les applications et pour pouvoir optimiser l'utilisation au quotidien. Et partir pour un forfait donné, pour pouvoir avoir une qualité de service qui va être de plus en plus importante grâce aux moyens fonctionnels qu'on va proposer à bord. D'accord. Okay. Bien. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Je ne vois pas de main qui se lève, donc on va peut-être maintenant passer là. D'abord vous remercier tous, messieurs.